Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans cette session consacrée à la démocratie numérique. Où est la démocratie numérique? À l'heure de la multiplication des outils numériques des réseaux sociaux, la démocratie évolue bien sûr. L'espace public se nourrit de nouvelles formes de participation citoyenne, mais la révolution numérique, c'est aussi les fake news, le piratage, la surpuissance des GAFA, le vol des données personnelles, les plateformes numériques censées incarner un concentré d'agora, comme peut le dire Raphaël Antoven, favorisent en fait le populisme et polarisent le débat. Alors le numérique, finalement, tient-il sa promesse d'une démocratie transformée, augmentée, ou au contraire, la démocratie connectée est-elle une illusion? Et avec l'utilisation du numérique, la démocratie représentative est-elle menacée, amenée même à disparaître? Alors on en débat avec Xavier Bertrand, bonjour, président du Conseil régional des Hauts-de-France, Barry Lin, qui est président de l'Open Markets Institute, bienvenue, Alain Veil, président de SFR et d'Altis France, bonjour, et Yann Algan, donc du Cercle des économistes, et c'est Yann qui va nous introduire la session. Yann, je crois que tout le monde est pratiquement là, donc on va peut-être leur donner encore une minute. Et ensuite, vous démarrez. Voilà, tout le monde est installé. Yann Algan, c'est à vous. Merci beaucoup Stéphanie. Chers toutes, chers tous, chers intervenants distingués, merci pour votre participation à ce débat. Où est la démocratie numérique? Alors, si on avait posé cette question il y a 5 ans, si ce débat s'était tenu il y a 5 ans, je pense que la réponse aurait été chargée d'optimisme et d'espoir, tant le numérique représentait une promesse de renchérissement de la démocratie, de mobilisation citoyenne. On parlait de civic tech, d'open gov, de capacité pour les citoyens enfin à pouvoir reprendre le contrôle direct sur leurs décisions. Derrière cette révolution numérique, il y avait même plus que la simple promesse d'une démocratie, il y avait aussi l'espoir d'une révolution de l'action publique. Grâce à la richesse des plateformes, s'annonçait l'avènement de ce qu'on appelle O'Reilly, grand intellectuel américain, la promesse de l'État plateforme, la possibilité des citoyens de travailler directement avec des données pour co-construire les décisions publiques avec l'État. Nous étions au temps des promesses. 5 ans après, nous avons eu la montée des populismes, l'actualité des fake news, et l'ensemble de ces espoirs semble avoir été balayé pour ne retenir que les incertitudes. Alors les incertitudes, quelles sont-elles? La première, c'est celle de la polarisation du débat public, très bien étudiée en particulier par Yochai Benkler, un juriste du Berkman Institute à Harvard, qui montre à quel point les réseaux sociaux ont pu créer ce qu'on appelle des bulles de filtre, c'est-à-dire que les citoyens ne recherchent, ne tweetent ou ne likent que de l'information qu'ils apprécient et sont soumis ensuite à des algorithmes qui ne leur proposent que les contenus qui sont susceptibles déjà de vouloir connaître. Cette polarisation a potentiellement conduit à des élections relativement acerbes, que ce soit aux États-Unis ou à la polarisation de l'espace public en Europe. La deuxième grande menace est celle, vous la connaissez tous, des fake news, des rumeurs, dont on sait qu'elles sont d'autant plus efficaces qu'elles se transmettent beaucoup plus rapidement que les rumeurs nouvelles. Alors bien sûr, la question des rumeurs n'est pas nouvelle. Vous avez déjà eu ce problème dans l'ensemble des espaces publics, et d'ailleurs Hegel, dans ses principes de philosophie du droit, disait qu'il serait bon que pour tous les journaux politiques, qu'ils soient extrêmement chers et payants pour éviter que les rumeurs se propagent beaucoup trop vite. Cependant, la question des réseaux sociaux pose l'espace des rumeurs à un autre niveau, à un niveau qui peut remettre en cause nos démocraties. Et puis enfin, au-delà de cette question du numérique, se pose la question aussi de l'intelligence artificielle, encore plus redoutable, qui soulève 3 questions. La question premièrement de la gouvernance par les algorithmes
en termes démocratiques, qui les contrôle? Qui contrôle le processus de décision si certaines décisions publiques sont prises par des algorithmes? Quelle est la question en termes d'éthique? Quelle est l'éthique des algorithmes derrière des décisions publiques et des décisions démocratiques? Et enfin, une question plus générale de contrôle des données. Qui va avoir le contrôle des données? Est-ce que ce sera réservé à un certain nombre d'entreprises privées ou alors peut-on redonner aux citoyens un contrôle démocratique? Nous avons eu de nombreuses propositions de loi, telles que la RGPD, et je pense que pour pouvoir contrebalancer ces interrogations entre les espoirs et les inquiétudes, nous ne pouvons rêver mieux qu'un panel d'experts que vous allez nous présenter maintenant, Stéphanie. Merci beaucoup, Yann. Barry Lynn, ce qui marque en fait quand on lit ce que vous publiez au sein de votre think tank, c'est finalement l'observation très critique de la domination du secteur des technologies par les GAFA. Donc pour vous, est-ce que le numérique est porteur d'espoir démocratique ou au contraire menace-t-il la démocratie? Well, thank you all, and it's a great pleasure to be here. I'll just cut straight to the chase. Google, Facebook, and Amazon, as they are now structured, are probably the greatest threat to our democracies that we have seen from a private corporation for at least 100 years. Now, just to understand that statement, let me go back a little ways, and actually let me give you a sense about how we used to do political economics and how we do it differently today. To understand how Americans do political economics and really how the Western world has done political economics, it's worth going back to the very beginning. 1773, which was 3 years before the Revolution, there was something called the Tea Party in the United States. The Tea Party was a bunch of people rebelling against the British East India Company. The revolution in 1776 in the United States, which was the first modern revolution, was to a very large degree a revolution against the British East India Company. The reason that people were revolting against the British East India Company was because it was an intermediary. Because you had people on one side who were selling things, and you had people on the other side who were buying things, and you had a corporation that was intermediating how the market functioned. Actually, there was no market. There was a corporation that ruled over the seller and over the buyer. For 200 years after the Revolution, in the United States and in the Western world, we did a remarkably good job of regulating the intermediaries. This is the railroad. This is the communications firm, the telephone company, the telegraph company. This is the companies that provide us our electricity. We applied a set of rules to these corporations that made them safe, that made sure that they served us. We did that for 200 years, and that was fundamental to ensuring our liberty and our democracy. In the early 1980s, the Reagan and Thatcher governments imposed upon the United States and on the UK the neoliberal revolution, which was a radical change in how we do political economics. They changed the rules by which we regulate large intermediary corporations. As a result, that had all kinds of different results, but the most important result is that Google, Facebook, and Amazon, the great applications that grew up within this new environment that was created by the internet, have been entirely free to engage in the type of manipulation of the individual as a seller and the individual as a buyer, the individual as a reporter and thinker, and the individual as a reader and citizen, the exact sort of manipulation that we stood against in 1776 and that we stood against for 200 years. The reason we have a problem today is because we are allowing these corporations to have power over the interactions between buyer and seller. It is the greatest crisis, and we can talk about why this is, but it's the greatest political crisis in at least a century. Merci beaucoup. Donc un manque de régulation
Très clair, c'est ce que vous dénoncez. Alain Veil, vous êtes un entrepreneur, vous avez créé le groupe Next Radio TV, qui est un média global. Donc on peut dire que le numérique a véritablement révolutionné l'audiovisuel, la presse, l'information, et vous avez été un pionnier dans son utilisation. Est-ce que pour vous, le numérique menace la démocratie aujourd'hui, et est-ce que, comme vient de le dire Barry-Lynn, les GAFA sont une menace finalement? Bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être avec vous ici à Aix. Écoutez, moi je suis d'abord quelqu'un de profondément optimiste. Alors comme dans toute révolution, il y a des risques et il y a des opportunités, mais quand je vois notre quotidien, moi j'ai l'impression de vivre quand même une époque formidable, donc effectivement qui pose un certain nombre de problèmes, mais depuis 20 ans, on connaît tous une révolution qui nous permet finalement de vivre la science-fiction. C'est-à-dire que ce qu'on découvre chaque année, toutes les nouvelles expériences qu'on a, il y a 10 ans, ça aurait apparu comme de la science-fiction en imaginant que c'était possible. Bon, maintenant, le fait qu'on nous annonce que la voiture connectée arrive dans quelques années, on s'est déjà fait à l'idée, mais quand même, si on voit d'où on vient, nous, notre génération, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc, évidemment, il y a des risques, mais moi, je préfère me lever le matin en voyant ce qui est positif qu'en voyant ce qui est négatif, et je préfère me dire que ça sera mieux demain que de dire que c'était mieux avant, sans faire preuve de naïveté et en voyant quels sont les problèmes, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui doivent changer. D'abord parce que je suis aujourd'hui aussi le président de SFR, je voudrais parler une minute d'infrastructure et de technologie. Le fait qu'on puisse amener le mobile très haut débit à toutes les populations dans tous les pays, qu'on puisse amener la fibre partout, c'est quand même pour tous les citoyens du monde une opportunité d'être ouvert sur le monde entier, d'avoir accès à Internet, d'avoir accès à de l'information, d'avoir accès à de l'image, d'avoir accès à de la pédagogie, de la connaissance, de la télémédecine, que des choses qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement positives. Donc là aussi, c'est pour dire que c'est quand même globalement positif. On parle de démocratie, on parle de médias, c'est vrai qu'on parle de fake news, c'est vrai que c'est un problème. Alors, je crois aussi que dans le digital, il ne faut pas penser que les choses sont inscrites dans le marbre. Le numérique, le digital, c'est un domaine qui est très immature. Les modèles qu'ils se créent ne sont pas parfaits, doivent être critiqués, doivent être régulés sûrement. Mais globalement, même dans l'information, je pense que c'est extrêmement positif. On a la mémoire courte, mais même en France, il y a 40 ans, la démocratie dans les médias, elle était quand même moins forte qu'aujourd'hui. Je lisais encore un livre il y a quelques jours, écrit par l'ancien directeur du service politique de TF1 en 1974. Eh bien, quand le président de la République, qui s'adaptait à l'époque, ce n'est pas du tout une vision critique, partait en voyage officiel, eh bien, le directeur du service politique de TF1, il était convoqué à l'Élysée pour préparer la couverture comme il le fallait, convenablement du voyage du président de la République. Je déjeunais hier avec le président d'Énergie, mon ancien patron, et il me racontait qu'en 81, quand il a créé Énergie, le Parti socialiste lui a demandé de faire rentrer dans son association tel ou tel responsable. Et je ne critique pas le Parti socialiste de l'époque, c'était aussi une évolution, ils avaient vécu une période précédente qui n'était pas sans défaut. Donc il ne faut pas avoir la mémoire courte. Donc globalement, moi je pense que le digital, même s'il a des défauts, en matière de démocratie et d'information, aujourd'hui c'est vrai que les télévisions sont partout, les réseaux sociaux ont d'autres défauts, mais c'est difficile de cacher des réalités aujourd'hui, donc je pense que c'est positif. Et puis pour terminer, une chose importante, c'est d'interpeller, c'est vrai, les législateurs. Ce dont on souffre, nous, le plus dans le secteur des télécoms et des médias, mais je suis sûr que c'est pareil pour vous tous, quel que soit le secteur, c'est que, alors on parle là aussi d'hommes politiques, de démocratie, il faut que les règles des entreprises, je ne veux pas dire traditionnelles ou historiques, mais des entreprises généralistes, que ces règles puissent s'alléger, s'assouplir, s'adapter aux pure players, ou que les règles appliquées aux pure players soient les mêmes que celles qu'appliquées aux entreprises généralistes, parce que ce dont on souffre le plus, c'est quand même ça. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de Netflix, qui est une entreprise, pour être clair, pour laquelle j'ai énormément d'admiration, ils fabriquent du contenu de très très grande qualité qui ne va faire que s'améliorer. Ils vont en fabriquer localement aussi dans tous les pays, ce qui est assez positif. Mais aujourd'hui, ils n'ont aucune règle en matière de production, alors que les éditeurs français ne peuvent pas produire eux-mêmes des films ou des documentaires. Ils doivent sous-traiter la majorité de la production à des partenaires extérieurs. On n'a pas le droit de faire de publicité en France pour le cinéma, à la télévision, alors que Netflix a accès à la télévision. Bref, la publicité adressée en France pour les chaînes de télévision qui devraient nous permettre
d'envoyer aux téléspectateurs des publicités, des spots de pub différents en fonction de leur profil, nous est interdit alors que Google peut le faire comme il veut et Facebook peut le faire comme il veut. C'est là où les législateurs doivent travailler, ils le font, mais ils doivent aller plus vite. Je ne parlerai pas de la fiscalité. Il faut que la fiscalité s'adapte aussi, la fiscalité du numérique à la fiscalité des entreprises généralistes, parce qu'effectivement, sinon, on est victime de discrimination. Et là, c'est un danger pour l'ensemble de l'économie. Mais je suis confiant dans le fait que l'Europe, qui doit s'organiser, parce que c'est un vrai problème pour la démocratie et pour la révolution digitale, que l'Europe s'organise pour effectivement mettre à niveau les entreprises généralistes par rapport aux pure players. Merci beaucoup, Alain Weill. Xavier Bertrand, alors vous êtes l'homme politique du panel. La vie politique a été profondément bouleversée par le numérique, l'utilisation de Twitter, la campagne présidentielle, on a vu, a été hackée par les Russes, les campagnes du Brexit, même la campagne de Trump a bien montré que l'utilisation de tous ces réseaux sociaux n'était pas particulièrement démocratique, mais avait même tendance à polariser véritablement l'espace public. Pour vous, ces technologies sont-elles une menace pour la démocratie ? Ne nous racontons pas d'histoire, vous pouvez vouloir lever le pont-levis et préparer de l'huile bouillante, vous n'empêcherez pas l'essor du numérique et une place croissante dans nos sociétés et le rapport avec la question démocratique. C'est une évidence. Je pense encore que même avec les élections récentes, c'est encore le fond, c'est encore l'offre politique qui fait la différence, même s'il ne faut pas se tromper. L'utilisation du numérique permet à ceux qui contestent cette logique démocratique d'interférer de plus en plus. Je pense qu'on n'a pas encore basculé. Je n'ai pas connaissance qu'un mauvais candidat ou qu'un candidat dangereux non voulu par les concitoyens largement ait été empêché de l'être à cause du numérique. Je ne vous dis pas que ce danger n'existe pas, mais je pense qu'on est aujourd'hui vraiment à la croisée des chemins. Et le problème de la croisée des chemins, c'est que ça impose aussi aux acteurs politiques, républicains, je vais faire attention à ce que je dis, républicains, de prendre conscience des enjeux et des risques et de se dire qu'il va falloir quand même se réveiller très 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 rapidement. Parce que la question qui a été posée notamment sur les GAFA, que ce soit par M. Lynn, que ce soit aussi par Alain Weill, elle est très présente, mais je voudrais, comme c'est la question que vous m'avez posée, me concentrer sur l'enjeu politique et démocratique. Déjà, si vous souhaitez, si vous acceptez que le numérique prenant plus de place, qu'il faut qu'il y ait un contrôle démocratique plus important, il y a quand même deux choses qui ne sont pas tout à fait accessoires. C'est la question de qui a accès au numérique. Et aujourd'hui, en France, il y a encore des millions et des millions de nos concitoyens qui n'ont pas accès au numérique, comme vous pouvez l'entendre, vous qui habitez à Aix ou à Paris. Cette fracture numérique, ça n'est pas une blague. Ça n'est pas une blague. Dans une région comme la mienne, où on est en train d'essayer de passer la surmultiplier pour équiper, l'ensemble des communes, de l'ensemble des départements de la grande région des Hauts-de-France, ça sera terminé, garanti, en 2022. C'est rapide, me diront certains, par rapport à la tendance initiale, c'est une éternité. On n'y est pas encore, alors. Exactement. Et même pour ceux qui sont raccordables, qui le seront, il y a aussi un nouveau nom qui fait son apparition. Non, c'est une réalité bien ancrée. Connaissez l'illettrisme, il y a l'électronisme, c'est-à-dire beaucoup de nos concitoyens qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas. Dans une région comme les Hauts-de-France, 6 millions d'habitants, c'est, à mon avis, plus d'1 million de mes concitoyens qui ne sont pas à l'aise. Et qui donc, très clairement, même si on rentre dans des sociétés démocratiques encore plus numériques, vont se retrouver de facto exclus. En général, vous allez me dire, ce sont les mêmes qui sont déjà exclus ou qui s'excluent eux-mêmes du jeu démocratique aujourd'hui, donc ça ne changera rien. Non, je suis désolé, on n'a pas le droit de faire preuve de ce cynisme-là. Cette question de l'accès démocratique au numérique est clairement posée. Après, je voudrais aller un petit peu plus loin. Ceux qui savent faire aujourd'hui, le mieux faire, ne sont pas forcément ceux qui s'inscrivent le plus dans le cadre républicain. Je vous envoie une très bonne analyse qui avait été faite, excusez-moi de citer, par l'Express, c'était début juin, sur le phénomène Beppe Grillo. La façon dont, en Italie, il a réussi, grâce aux réseaux sociaux, à aller capter des gens dont personne ne s'occupe, avec des partis traditionnels arrogants qui n'ont pas vu ce qui était en train de se passer. C'est comme ça, en grande partie, pas seulement, qu'il a constitué une offre politique et qu'il a été capable, avec d'autres bien sûr, d'arriver à ce résultat en Italie. Eux ne s'embarrassent de rien, eux ne s'embarrassent pas avec la vérité, mais ils savent utiliser le numérique comme aucun parti républicain n'est aujourd'hui capable de le faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les empêcher, mais ça veut dire également que je pense que la question fondamentale, et ce sera le fil rouge des différentes interventions que je pourrais faire,
il y a la question du contrôle éthique. C'est la question du contrôle démocratique. Et au final, est-ce qu'il faut qu'il y ait un contrôle politique ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une intervention politique? Le politique est toujours suspect. Alain l'a rappelé notamment par le passé, notamment en France. On ne peut pas dire qu'on ait été un exemple de liberté en matière d'audiovisuel. Mais ce qui est vrai, c'est que je pense que la valeur la plus importante, c'est la dimension éthique et citoyenne, avant même la question purement politique, en tout cas certainement pas politicienne. Marilyn, il nous reste 20 minutes, donc ça serait intéressant de voir justement après le constat les solutions face justement à la problématique des GAFA que vous dénonciez. D'abord, c'est intéressant de rappeler que Mark Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, lui dit qu'il est très démocratique, puisque en créant des communautés globales, mondiales, pour lui, c'est de la démocratie. Donc c'est intéressant aussi de revenir sur ce que pensent un peu tous ces fondateurs de ces GAFA, enfin qui sont devenus GAFA, puisqu'ils ont commencé petits, ils sont devenus très gros. Est-ce qu'il faut réguler, Marilyn, y compris aux États-Unis, qui est un pays, vous l'avez rappelé, contre la régulation? Est-ce qu'il faut réguler pour justement qu'il y ait plus de démocratie? Et est-ce qu'il faut contrer l'idéologie, par exemple, d'un Mark Zuckerberg ou justement des patrons de ces GAFA qui ont aussi une vision de la démocratie qui peut être pas forcément la vôtre? First, I want to start off by saying that actually I agree with Alain about something that is fundamentally important. I believe that the future is going to be much better than it is today. I believe that we're going to make the future much better than today. You know, this is our world. So how? This is our world, and we will make it in the shape that we want it to be. You know, the question is, what are we going to do about these corporations? You know, in the United States, regulation is a bad word, but I'll tell you something. Right now, the Republican Party, which has been the bastion of fighting against regulation, is learning very quickly that when it comes to Google, Facebook, and Amazon, they're learning how to say the word regulation. They know that the only pathway forward for the corporations that the people that support the Republican Party own is to deal with Google, Facebook, and Amazon. Can they convince Trump? Trump is, you know, Trump, you guys know more, as much about Trump as I do. Now, it's important to understand that we actually have in our past, once you understand that Google and Facebook and Amazon are like railroads, are like AT&T, are like a telephone company, you suddenly realize that there's tools laying all around you to fix this problem. We have tools that we can use to make the big network monopolies neutral, make them serve us so that they don't control us. We also have tools that say, if you own a network monopoly, you do not vertically integrate. You do not go into the production of products that the people that depend on you to get to market, that put you in competition with them. So you need a law to regulate? Well, arguably we already have a lot of laws. You know, I mentioned the fact that there was this Thatcher-Reagan revolution. What the Thatcher-Reagan people did is they put in blinders on us. They said, the purpose of economics, they said, was to promote the welfare of consumers. Remember what I said before. The purpose of political economics in the West was to promote the liberty of citizens. 35 years ago, people came along and they said, we need to make economics serve the welfare of consumers. That is a form of blinder. When you pull those lenses off and you look at the world in the different lenses, the lenses that our grandparents and great-grandparents used, we see all of the power that we need already in our own hands. We see all the tools we need to take down these corporations. It's not a matter of can we deal with Google, Facebook, and Amazon. It's when and how exactly will we deal with them. There is no question that we will deal with them. So how, in one word, in a one sentence? Because you've thought about it. We will break up Google and Amazon, and we will neutralize Google, Amazon, and Facebook. Facile à dire, difficile à faire. Hard to do. Marilyn, to neutralize. Comment neutraliser Facebook,
Amazon, Google? Neutralization, actually we have, some of you may know that there was a law passed in 2015 in the United States, net neutrality. This was for the companies, our cable companies, our telecommunications companies. We're saying, you carry everything at the same rate on the same terms. We apply those exact same principles to Google, Facebook, and Amazon. It's very easy. We've done it for 240 years. In fact, net neutrality, common carriage goes back to Roman times. This is the only generation in 2,000 years that has allowed the intermediaries to take control of us. Merci beaucoup. Alain Veil, est-ce que vous êtes d'accord avec Barry-Lynn? Est-ce qu'il faut réguler d'une manière ou d'une autre, y compris d'ailleurs donc le secteur des médias, pour empêcher les fake news? Il y a une loi qui est débattue en ce moment au Parlement. On a parlé aussi du RGPD en Europe, puisqu'on parlait de régulation européenne, qui devrait mieux protéger le citoyen sur la propriété des données personnelles. Qu'en pensez-vous? Sur les fake news, je pense qu'il faut éventuellement adapter la loi générale sur la diffamation. Il y a des lois qui existent. Je ne suis pas sûr qu'on ait l'obligation de faire une loi spécifique pour les fake news. Protéger sur l'usage des datas, oui bien sûr, mais là on a fait effectivement une réglementation RGPD. Alors je ne sais pas comment vous le vivez au quotidien, mais sur tous les sites où on a l'habitude d'aller, hop, on arrive, alors il faut cocher, on coche vite OK parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Et finalement, ça n'a pas vraiment réglé le problème. Pour revenir sur le sujet qui vient d'être abordé par Barry, c'est celui de la neutralité du net. C'est un sujet un peu tabou. L'accès à Internet, effectivement, tout le monde doit avoir accès à Internet, mais c'est quand même un vrai problème économique, un vrai problème peut-être de démocratie, pour revenir au cœur de notre débat. Nous, aux États-Unis, on a le câble à New York. À certaines heures de la journée, Netflix et Google représentent 80% des flux qui circulent sur notre réseau. Est-ce qu'il est normal que les conditions d'accès au réseau soient les mêmes pour des acteurs qui pèsent aussi lourd que pour d'autres acteurs qui sont beaucoup plus petits? On peut se poser la question. La conséquence, c'est que Netflix parvient à proposer une offre de programme d'une très grande profondeur, d'une très grande qualité pour 10 €. Face à ça, Canal+ est totalement déstabilisé. Et après, c'est le système du financement du cinéma qui est mis en cause. Donc, bien sûr que tout le monde doit avoir accès à l'autoroute, dans des conditions équitables, mais est-ce que l'autoroute doit être gratuite pour tout le monde? Est-ce qu'un 36 tonnes doit payer le même prix qu'une voiture électrique sur l'autoroute? Voilà, c'est du bon sens seulement de se poser la question. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais aujourd'hui, quand on parle de net neutralité en France, parfois on n'a même pas le droit de se poser cette question. Donc moi je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir et que c'est une question qui est effectivement très importante. Elle doit être réglée par le législateur, Alain Veil? Oui, je pense que ça relève du législateur, ça relève aussi des règles européennes, parce que ces sujets sont internationaux, donc il est important que effectivement, là, encore une fois, la législation s'adapte. Et pour revenir à la net neutralité et donner une anecdote, nous, on travaille effectivement à SFR en ce moment beaucoup sous la pression des élus pour déployer dans tout le territoire la fibre dans les délais que donnait Xavier Bertrand. C'est compliqué, on a beaucoup de réunions avec les élus, mais quand les élus nous voient, ils disent « il faut aller plus vite, il faut aller plus vite ». Donc on leur dit « on est d'accord », mais je leur dis « vous savez que là, on bosse tous pour Google et Netflix, qui eux demandent encore à ce que ça aille plus vite. Et pourtant, ils ne sont pas concernés par le débat, ils ne sont pas concernés par les subventions qui sont demandées, ils ne sont pas concernés par le financement des infrastructures. Donc là aussi, ça pose une vraie question de bon sens qui mérite un débat. C'est une concurrence déloyale, en fait, que vous dénoncez? Xavier Bertrand dit oui. C'est la nécessité, pour revenir à la question centrale que je soulevais tout à l'heure, de l'adaptation des règles au monde digital, pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre ce que j'appelle les acteurs généralistes et les pure players mondiaux, souvent américains, monopolistiques, et qui sont effectivement extrêmement performants. Xavier Bertrand, pourquoi est-ce que finalement le régulateur est si en retard? Oh, c'est pas qu'il est en retard, c'est qu'il y a aussi le poids des lobbies. Alors attendez, moi je veux juste expliquer à la salle qu'initialement on m'avait demandé de faire l'élu local qui expliquait comment ça se passait dans la région et qui devait porter son regard sur l'accès démocratique au numérique et autres. C'est un peu réducteur là ce que vous décrivez. C'est un peu quand même ce qu'on m'avait demandé, mais je vais mettre les pieds dans le plat.
Vous avez dit qu'il faut neutraliser Google et certains GAFA. Non, je vous le dis très clairement. Il est temps de se réveiller. Une entreprise comme Google, il faut voir quand et comment démanteler Google, qui est un véritable danger et pas seulement un danger pour la démocratie. Il est quand même temps de se réveiller. Il faut certes desserrer le frein à main pour nombre d'entreprises traditionnelles qui sont sur un secteur qui est encore concurrentiel, mais jamais ils ne pourront rattraper. Parce que la question qui est posée avec la neutralité du net, c'est est-ce qu'il y a le même accès sur l'autoroute, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus des fils réservés pour certaines plateformes? C'est ça aussi la vérité. Et on est en plein dedans, parce qu'il ne faut pas compter sur M. Trump pour porter un regard intéressé là-dessus. Je pense que M. Obama avait beaucoup de complaisance avec tout ce monde-là. Il ne faut pas compter certainement pour les Russes pour bouger là-dessus, parce que même sur l'intelligence artificielle, avec beaucoup de retard, ils ont une stratégie. Les Chinois, pareil. C'est à l'Europe de le faire, ce n'est pas la France toute seule qui peut le faire. Et quand je vois qu'aujourd'hui, au niveau européen, alors que l'Europe, j'en suis intimement convaincu, citoyens européens sont prêts à ça. Quand je vois ce qui s'est passé avec la directive droit d'auteur, où cette directive droit d'auteur a été repoussée pour une seule raison, le lobbying acharné des GAFA. Et je pose une question, combien Google a dépensé dans les derniers jours pour justement planter le vote au Parlement européen? Si vous avez la réponse, moi je suis preneur. Et ça, c'est pas de la démocratie. Alors attendez, le pire n'est pas là. C'est parce que la société de lobbying, chargée justement de vendre la position qui consistait à dire à ne pas adopter, s'est permis de dire, c'était dans les Échos, de dire non mais attendez, tout ça c'est pour protéger les petits. Je n'avais pas compris que les GAFA et Google en premier étaient si généreux à ce point qu'ils dépensaient tout cet argent pour favoriser les petits. Alors c'est vrai qu'il y a à chaque fois un débat. Est-ce qu'on doit rémunérer la création? Est-ce qu'on doit rémunérer les auteurs, ceux-ci voulant être payés? Mais le problème est très simple. C'est est-ce que ce qui correspond à nos valeurs fondamentales françaises, mais aussi européennes, la création, la rémunération de la création, ce qui continuera à faire la différence et une forme d'exception, est-ce que ça a de l'avenir, oui ou non? Et si vous continuez à laisser faire les GAFA dans les mêmes conditions, la réponse est claire, c'est non. Alors, qu'on aille après nous parler d'une mondialisation qui existe, oui, mais on a le droit de faire entendre notre différence, et cette différence, elle passe par une action politique résolue. Vous disiez tout à l'heure loi. Oui, c'est vrai, mais il y a d'autres sujets. Qu'on arrête cette blague de vouloir imposer une taxe de 3 à 4% sur les GAFA, alors qu'en plus, ce sont les consommateurs qui paieront et ça ne changera rien. Il y a par contre... faut taxer les GAFA ou il ne faut pas taxer les GAFA? Mais il y a plus intelligent que ça à faire. C'est de reprendre exactement ce qu'ont proposé les parlementaires européens, les députés européens, Alain Lamassoure en tête. C'est de s'attaquer à la constitution du bénéfice des GAFA. Et là, vous leur faites certainement beaucoup plus mal qu'avec une micro-taxe qu'ils répercuteront. Mais encore une fois, il faut aussi qu'en politique, on arrête d'essayer de trouver le plus petit dénominateur commun, parce qu'on sait aussi que les GAFA ont dit ça ne nous dérange pas tant que ça, et qu'on reprenne le problème à la base. On est à la croisée des chemins. Si on ne se réveille pas, je peux vous dire que la société de demain, je suis désolé, elle ne sera pas meilleure que celle d'aujourd'hui. Baréline, vous voulez peut-être réagir. Est-ce que l'Europe pourrait être un fer de lance? Parce que pour l'instant, on voit que l'Europe est plutôt très divisée, pardonnez-moi Xavier Bertrand, sur ces questions. Et d'ailleurs, comme vous l'avez rappelé, hier au Parlement européen, la loi qui devait protéger justement les auteurs, les permettre d'être rémunérés, justement, eh bien, cette loi a été retoquée à la majorité par le Parlement européen. Ce n'est pas si simple. Est-ce que l'Europe pourrait jouer un rôle de fer de lance? Yes, I mean, Europe has been a leader for a number of years now. You know, Margaret Vestager in Brussels has been a leader in this for a number of years now. But we need, all of us need, in the United States, we all need to work a lot harder, and we have to move a lot faster. So, you know, this is a tough question. It's a difficult question. There will be other reverses like the loss yesterday in the Parliament. You know, Europe, you know, France, I've spoken to a lot of folks in the French government in recent years, and people talked about how bad it made them feel when the Obama administration would charge them with protectionism for trying to protect the citizens of France, the citizens of Europe against the power of Google, Facebook, and Amazon. And you should be proud of your government for standing up for your rights.
You should support your government every time it stands up against Google, Facebook, and Amazon. These companies are not the future. These are the past. These systems that they have created are enslavement systems. We do nothing and we will find ourselves enslaved. So be proud, push harder, demand that your government stand up now. There is an opportunity to push the EU faster, and there's also an opportunity to coordinate more closely with Germany and even with the British. Alain Weil. Vous pouvez réagir pour conclure, juste il nous reste très peu de temps justement sur cette idée d'une Europe qui pourrait être fer de lance dans une forme de régulation, alors qu'aujourd'hui ce qu'elle affiche ce sont essentiellement des divisions et pas forcément d'ailleurs une majorité protectrice. C'est vrai que face aux États-Unis, face à la Chine, on a besoin en tant qu'entrepreneur d'une Europe forte. Le problème des démocraties, c'est qu'à vouloir très bien faire, elles sont parfois naïves. Donc il y a la Chine d'un côté dont on ne parle pas d'Alibaba. Mais Alibaba devient un acteur très très important. Pourquoi il n'y a pas un GAFA européen, justement? Ça, c'est une autre question. Il faudrait l'après-midi pour y répondre. Mais c'est une réalité. C'est vrai que toutes les grandes entreprises du digital, elles ont la même caractéristique. C'est qu'elles sont nées dans la tête d'un étudiant, ce qui est plutôt positif. Elles sont monopolistiques, elles sont internationales et elles sont quasiment toutes américaines. Alors les Chinois qui n'ont pas manqué de naïveté, ils n'ont pas été naïfs, et la Chine n'étant pas une démocratie, et ils ont fermé l'Internet à leur pays, et ils ont créé des concurrents directs de tous les GAFA. Donc ils ont leur propre GAFA, et puis l'Europe, démocrate au milieu, naïve, divisée en ce moment, effectivement, est dans une mauvaise posture face à ces évolutions qui sont très importantes. Donc nous, on souhaite une Europe forte qui puisse prendre position sur le droit d'auteur, c'est vrai, ça concerne aussi les médias d'information, sur la fiscalité, parce que qui crée une situation inéquitable entre les entreprises généralistes et les purs players. Et il y a beaucoup de domaines. Pour l'anecdote, je vous rappellerai que les chaînes de télévision en France n'ont pas le droit de diffuser de films le mercredi, parce que c'est le jour du cinéma. Donc ça, chez Netflix, évidemment, ça les fait rire. Mais il y a encore des règles comme ça. Sur le téléachat en France, nous n'avons pas le droit de donner la marque du produit qui est vendu. Donc quand on pose la question, on ne sait pas nous répondre pour quelle raison cette loi évolue ou cette réglementation existe, mais on n'arrive pas à la faire changer. Dans un spot de publicité en France, vous n'avez pas le droit de faire la promotion de la vente directe du produit. Dans les spots de pub, vous ne voyez pas de spots qui vous disent « achetez tout de suite », alors que le digital vit beaucoup de ça. Et puis je ne parlerai pas de la pub locale qui nous est interdite. On ne peut pas faire de décrochage locaux. Tout ça, ce sont des archaïsmes à la veille? Tout ça, ce sont des freins, alors que les acteurs du digital n'ont aucun frein, aucune règle dans ce domaine-là. Alors soit on leur donne les mêmes règles que nous, moi c'est même pas ce que je souhaite, c'est que moi ce que je souhaite, c'est qu'il y ait moins de règles et qu'on puisse avoir les mêmes armes que les acteurs du digital pour se battre. Xavier Bertrand, vous concluez, l'Europe fer de lance peut-être de plus de protection. Comment, quand on est 28 pays totalement divisés? Je sais si je suis un Européen exigeant, mais de toute façon, ça ne peut pas réussir si ce n'est pas l'Europe qui prend le leadership comme vous l'aviez indiqué. Je crois qu'on était au départ parti sur la question de la démocratie, c'est-à-dire le vote, influencé ou pas, le vote possible ou pas avec le numérique, mais il faut aller plus loin. La démocratie, c'est aussi la possibilité de garder son indépendance, de pouvoir choisir. Mais il y a aussi d'autres domaines où dans quelques années, on n'aura plus le choix. La question qui est posée également avec le poids de certains GAFA, américains ou pas, c'est aussi la question de l'énergie, de l'accès à l'énergie. Là, on se pose la question de la neutralité du net. Est-ce qu'on pourrait réguler le flux en fonction de chez qui vous êtes client? Mais projetons-nous, pas à 5 ans, mais plus loin, mais même pour vos enfants, vos petits-enfants. Ça peut être la même question pour l'énergie. Et ce qu'on accepterait pour l'accès à l'information, tout ça, on dirait rien pour l'énergie. On rentre dans un monde qui n'a plus rien à voir. La santé, c'est exactement la même chose. En vous vendant le fait que les maladies vont reculer, disparaître et qu'on aura accès à une vie plus longue et un jour à l'immortalité, ça, ce sont les procédés vendeurs. Mais ceux qui auront à choisir pour vous n'auront aucune légitimité démocratique. C'est ça l'enjeu. Donc je pense qu'il y a, c'est vrai au niveau national, une réglementation franco-française totalement archaïque qui doit aujourd'hui voler en éclats, mais même avec cela, ça ne suffira pas pour qu'il puisse y avoir une saine concurrence.
Mais derrière, je le dis, au-delà de la question de la culture, au-delà de la question démocratique et du vote, se pose la question de l'accès à des données fondamentales pour nous-mêmes, l'énergie, la santé, je ne parle même pas de la question des transports et autres. On est à la bascule d'un changement de société. Et quand on parle du numérique, on oublie une chose, c'est que nos sociétés, ce sont des hommes et des femmes en chair et en os. Et que sur toutes ces questions, la place qui est posée, c'est la question de l'humain. C'est à la fois comment il est considéré, est-ce qu'il est considéré comme un client, comme un fan, comme un abonné, ou est-ce qu'il a aussi son mot à dire. C'est ça qui est posé clairement, à mon avis. Et cette table ronde, je pense qu'elle peut permettre cette prise de conscience, que des politiques aussi l'entendent. Vous avez été très clair tout à l'heure, j'ai essayé aussi de l'être, sur la question des GAFA. À l'occasion des élections européennes, peuvent se poser aussi ces questions-là. Et la question, c'est est-ce qu'on fait reculer les égoïsmes nationaux pour qu'il y ait enfin une prise de conscience? Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, si ça ne vient pas de l'Europe, je ne vois pas de quel endroit du monde ça viendra. Donc on a vraiment une responsabilité historique, j'en suis convaincu. Merci beaucoup, Xavier Bertrand, Marilyn, Alain Veil, Yann Algan, merci à vous tous. C'est la fin de cette session, malheureusement, c'était trop court, comme toujours. Et merci en tout cas d'avoir été là.